À la une ce soir, 400 personnes mobilisées contre les violences faites aux femmes. Une marche a eu lieu hier soir à Ducos, 5 jours après le meurtre de Jessica Gabriel à l'appel de l'Union des femmes de Martinique. Les pompiers ont inauguré une nouvelle caserne aux Trois-Îlets. Elle servira aux agents volontaires. Un investissement de près de 2 millions d'euros. Visite guidée dès le début de ce journal. Des marins pêcheurs et bientôt traiteurs, c'est l'objectif d'une formation mise en place par les professionnels de la pêche. Objectif, valoriser les produits avec la diversification des recettes. À la clé, un diplôme. Et puis la fin du Martinique Cataret ou encore la 5e édition du Grand Prix Nord-Caraïbes en pétanque. Du basket avec les 16e de finale de la Coupe de France. L'agenda sport de ce week-end à retrouver à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le rouge, couleur de la vie, le rouge, couleur de la colère. Hier soir, ils étaient environ 400 personnes vêtues de rouge dans les rues de Ducos. Ils ont marché pour dire non à la violence qui blesse et qui tue encore beaucoup trop de femmes en Martinique et en France. Un appel lancé en mémoire de Jessica Gabriel, assassinée dimanche dernier à Rivière-Pilote. Le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Nous voulons du respect, de l'amour, de la dignité. Dans la foule, des anonymes, mais aussi des proches de Jessica, amis, voisins, collègues. En tête du cortège, sa famille, unie dans la douleur. Sa mère ne trouve pas encore la force de s'exprimer publiquement, mais pour le cousin de Jessica, cette marche symbolique doit avant tout servir à éveiller les consciences. Aujourd'hui, c'est Jessica, c'est notre famille qui est touchée. Il ne faut pas que demain, il y en ait une autre. Ça doit s'arrêter. Et on est venu ce soir pour pouvoir taper du poing sur la table. Quand une femme vous dit stop, stop, ne cherchez pas plus, les gars. Franchement, c'est important. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, c'est peut-être vous. Demain, c'est peut-être votre mère. Demain, c'est peut-être votre sœur ou votre fille. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'est donc entièrement vêtu de rouge que plus de 400 personnes ont pris part à la marche, avec pour seul mot d'ordre, dire stop aux violences faites aux femmes. On a constaté qu'il y a une recrudescence de violence envers les femmes. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous avons des enfants, nous sommes des mères aussi de famille, nous sommes des femmes. Donc aujourd'hui, on dit non. Nous sommes là, c'est parce qu'elle est de Ducos, c'est une Ducosaise comme nous. On la connaît très bien, elle a été élevée ensemble avec nous. Donc on n'admet pas ça. C'est pas du tout la violence, non, c'est pas pour nous. Dans le cortège, des femmes principalement, mais aussi des hommes venus soutenir la cause. C'est une évidence, je devais être là avec les femmes, avec les hommes aussi pour dire non à la violence, tout simplement. C'est que cette dame était stagiaire à l'IMFPA et moi-même je suis cadre à l'IMFPA. C'était l'une de nos stagiaires, donc la deuxième raison pour laquelle je suis ici ce soir, mais la première en tout cas, c'est pour condamner la violence sous toutes ses formes. Ce genre d'homme, je crois qu'il mérite non seulement d'être soigné, mais il mérite aussi d'être mis hors de pouvoir de nuire comme ça à la société. En l'espace de 20 ans, 22 femmes ont été tuées par leurs compagnons en Martinique. Le prénom de Jessica s'ajoute aujourd'hui à la liste. Elle est la première victime de violences conjugales de l'année chez nous. Rien qu'en 2016, 123 femmes ont été assassinées en France dans les mêmes circonstances. L'Union des femmes de Martinique en appelle désormais au pouvoir public pour endiguer ce phénomène. CTM, CASEM, Espace Sud, ensemble, on nous mobilise. Cap Nord, l'État. Il faut développer la prévention, il faut développer la formation, il faut que les politiques même au sein de leur collectivité locale, même fassent aussi des actions de prévention. Ce sont souvent les plus gros employeurs de l'île. Eh bien, au sein même de leurs agents, il y a la société, il y a des femmes victimes de violences, il y a peut-être des hommes violents. Donc, il faut donner un signal fort pour qu'aujourd'hui, à la fois, les femmes sentent qu'elles peuvent parler, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit auprès de leurs collègues et de leurs amis, mais aussi que les hommes auteurs de violences sentent qu'il y a une pression autour d'eux et qu'ils vont arrêter ces actes lâches. Le gouvernement tire également la sonnette d'alarme. En septembre dernier déjà, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes ont fait part de leur détermination pour combattre ces violences insupportables. Le 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes a été lancé. Mais aujourd'hui en France, une femme meurt encore tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration d'une caserne de pompiers aux Trois-Îlets, plus précisément en centre d'incendie et de secours déjà en service depuis juillet 2017, un outil
À la disposition des sapeurs-pompiers volontaires de la commune des Trois-Îlets, ils ont déjà effectué 420 interventions depuis la mise en service. Écoutez. On voit que c'était très important d'avoir une caserne sur cette commune. Nous faisons énormément d'interventions. Enfin, nous avons une moyenne de 4-5 interventions de jour. Pendant la saison touristique, comme c'est le cas, nous doublons le nombre d'interventions puisque nous sommes, je rappelle, une commune balnéaire avec beaucoup de touristes. Et donc, c'est très important d'avoir une caserne sur la commune. C'est ce qu'on appelle un centre de première intervention. Donc, réglementairement, il est équipé de pompiers volontaires qui seront en nombre suffisant, calibrés pour porter secours selon les besoins que nous avons identifiés. Il est évident que la proximité du centre de secours des Trois-Îlets et de toute la zone urbaine des Trois-Îlets rend les secours beaucoup plus rapides. Et c'est ça l'objectif justement recherché, c'est d'être à proximité du citoyen, au plus proche des lieux de vie pour justement diminuer les délais d'intervention. Il est moderne au sens où il a des salles dimensionnées pour accueillir les personnels dans de bonnes conditions. Les conditions de travail également sont meilleures avec salles de formation, salle de restauration, salle de repos. Il est important que la population sache que cet outil existe maintenant aux Trois-Îlets. Et non seulement on peut porter secours dans un centre de secours, mais on peut également faire de la formation au secourisme. Et donc j'invite largement la population à se rapprocher du centre pour s'inscrire dans les prochaines formations de secourisme qui débuteront d'ici quelques mois. Venons-en maintenant à cette initiative de l'Espace Sud. La communauté d'agglomération a mis en place une formation diplômante à destination des marins-pêcheurs. L'objectif, en faire de véritables cuisiniers avec notamment la diversification de leur activité et de leurs sources de revenus. Et c'est tout naturellement dans une cuisine que nos journalistes ont pu rencontrer ces professionnels de la pêche. Regardez le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Gérard est marin-pêcheur au Vauclin depuis 9 ans. Ce matin, il mitonne une soupe de poisson à base de produits de sa propre pêche. Cette formation va lui permettre de mieux valoriser ses produits. Les compétences qui m'ont été apportées, c'est surtout en fait au niveau du dosage en fait, de différents facteurs. En fait, ça peut être tout ce qui est aromate, tout ce qui est tout ce qu'on peut trouver en fait dans un produit, mais de façon générale en fait. C'est pas une cuisine pour soi, c'est une cuisine pour un grand public. Donc il faut que ce public retrouve le même goût chaque fois qu'il vient acheter le produit chez moi. Au menu également du boudin, des cuisses de poulet farcies et autres tartes. Le chef d'orchestre, c'est Jacques. Il a dû totalement réapprendre les bases à ses élèves. Un pari osé. Je pars d'une page blanche. Donc c'était vraiment très très dur. Mais je pense que je suis tombé sur un bon groupe. Donc ils voulaient. Ils se sont tous des patrons. Donc on leur apporte quelque chose en plus. Donc je pense qu'ils en ont pris conscience et c'est pour ça qu'ils sont là tous les jours. On leur apprend à faire des terrines de poisson, à faire des paupiettes de poisson, à faire des brochettes de poisson, à faire des pâtés salés de poisson. Donc ce qu'on leur apprend, c'est à valoriser le produit de la pêche. C'est-à-dire au lieu de vendre du poisson à 10 € le kilo, ben, ils pourront le vendre 20 ou 30 €. La formation débutée en octobre dernier s'achèvera début février. 441 heures de cours condensés. À la clé, un diplôme de niveau BEP reconnu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Un marin-pêcheur, par son statut, est autorisé uniquement à pêcher. Il n'est pas autorisé à effectuer de la transformation et de la valorisation de produits. Cette formation l'y autorise aujourd'hui. Il faut savoir également que c'est une formation qui leur permet aujourd'hui de développer des aptitudes et des compétences professionnelles, de maîtriser les process, les techniques et également futurement de pouvoir mieux gérer les établissements et entreprises qu'ils ouvriront. La formation est financée par la CTM, par des fonds européens et également par l'Espace Sud. C'est justement Eugène Larcher qui a instauré ce nouveau cursus. Il faut aider la profession. Il faut créer des filières, aider la profession. Cette formation de niveau 5 ne suffira sûrement pas. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on ait véritablement un vrai lycée de la mer avec toutes les filières pour permettre aux jeunes de venir, puisqu'on parle de chômage, mais il faut pouvoir exploiter la mer et les produits de la mer. Près de 1000 marins-pêcheurs exercent aujourd'hui en Martinique, dont plus de la moitié dans les communes du Sud. À terme, cette formation devrait être élargie au reste du territoire, puis à l'ensemble des DOM. Et en restant en cuisine, plus précisément dans celle de l'hôtel Bonroux des Trois-Îlets, c'est ici qu'une poignée de jeunes en recherche d'emploi a bénéficié d'une initiation au métier de l'hôtellerie et de la cuisine. Et vous allez le voir, cela a révélé quelques vocations. Le reportage de Yohan Boulard.
Le regard aiguisé, Nathanaël termine la confection de Vérino Lambi. La cuisine, un monde jusque-là inconnu, mais auquel il a pris goût. C'était une expérience très enrichissante en connaissances. J'ai appris à découvrir les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Et je trouve que ce métier est très intéressant. Steven, lui, connaissait déjà les fourneaux. Venu de l'univers de la pâtisserie, il s'est découvert bien plus qu'une sensibilité, une vocation. Aujourd'hui, mon objectif a changé. C'est de devenir cuisinier. Tout ce qui est imagination, savoir créer des choses, inventer de nouvelles recettes. Quoi, pour la table officielle? Oui, la table officielle. L'hôtel accueille ces jeunes en devenir pour la seconde fois. Une volonté de les aider, mais il représente aussi un véritable vivier pour ces professionnels du tourisme. Une main-d'œuvre formée, donc nous pouvons utiliser en haute saison et même en basse saison, en fonction du taux d'occupation, on peut avoir besoin de ces jeunes. L'action est menée par la mission locale de l'Espace Sud, la cuisine, mais aussi le service. Madame? Oui, tout va bien, merci. Objectif, faire découvrir les compétences que recherchent les entreprises à des jeunes désireux de tracer leur avenir. Une fois qu'ils ont vu, qu'ils ont adhéré, eh bien, on les accompagne. S'il faut une formation, on les envoie en formation. S'ils sont déjà plus ou moins formés, qu'ils ont les compétences qui sont disponibles, on essaie de les mettre en emploi. Ils étaient 15 au départ, 8 à l'arrivée. 8 jeunes qui poursuivront dans un secteur encore porteur sur l'île. L'année dernière, la Martinique a accueilli 800 000 visiteurs entre novembre et mars. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de votre journal, nous irons en Guadeloupe. L'année 2017 a été bonne pour l'aéroport Paul Caraïbes qui voit son trafic passager augmenter, vous allez le voir. En Guyane, grosse frayeur hier soir pour les ingénieurs du centre spatial guyanais. La fusée Ariane 5 qui a décollé hier soir n'a pas totalement rempli sa mission. Et puis un jeu célèbre à la sauce martiniquaise, découverte du jeu des 9 familles dans votre JT des communes avec Hubert Bornil. À l'instar de l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, l'aéroport Paul Caraïbes de Pointe-à-Pitre enregistre une augmentation de son trafic passager. La barre fatidique de 2 millions de passagers a été franchie. C'est un record. Les détails avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Nouveau record battu pour Guadeloupe Paul Caraïbes. Avec une progression de 4,8% par rapport à 2016, l'année 2017 confirme donc son positionnement en tête du classement des aéroports des départements et collectivités d'outre-mer. Pour la deuxième année consécutive, Paul Caraïbes a battu tous les records. Et en particulier, celui de 2016 a été très largement battu puisque nous avons accueilli 108 000 passagers de plus par rapport à 2016. Et donc Paul Caraïbes a traité 2 361 170 passagers au cours de cette année 2017. Bien évidemment, ce record de trafic nous a renforcé dans l'idée donc de lancer un plan d'investissement très conséquent, puisque le 5 décembre 2017, donc il n'y a pas très longtemps, le conseil de surveillance de la société aéroportuaire de Paul Caraïbes a pris la décision de lancer un plan d'investissement de 141 millions pour la période 2017-2022, justement pour accompagner cette croissance du trafic. Et dans ce programme de 141 millions, la moitié de ces dépenses sont prévues pour augmenter la capacité des installations. De nombreux travaux sont alors envisagés pour répondre notamment à cet accroissement du trafic, mais également pour rénover la plateforme aéroportuaire construite il y a 20 ans. On va aussi agrandir la salle bagage, on va agrandir la salle d'embarquement. Et sur le régional, ça c'est une grosse attente des passagers, on va créer une salle bagage et un circuit arrivé propre au terminal régional. Voici quelques-unes des opérations phares qui vont être réalisées sous cette période, donc 2017-2022. Toutes nos équipes sont aujourd'hui en ordre de marche. Nous sommes en relation donc avec les différents bureaux d'études, notamment Aéroport de Paris Ingénierie et Gisavia pour tout ce qui est parking avion et plusieurs autres maîtres d'œuvre locaux pour pouvoir mettre en œuvre tout ce programme d'investissement validé par le conseil de surveillance. Donc effectivement, c'est un programme très conséquent qui est sur la période 2017-2022 et le pic des investissements sera pour l'année 2019. On va commencer certains travaux donc cette année-ci, mais 2019, c'est là où on va faire les plus grosses opérations d'investissement. La piste sera ainsi renforcée pour accueillir le trafic plus intense des gros porteurs. La salle bagage et celle d'embarquement seront agrandies. Quant au terminal régional, il sera bientôt pourvu de son circuit d'arrivée et doté de sa propre salle de bagage. En Guyane, grosse frayeur pour les ingénieurs du centre spatial. La fusée Ariane 5 qui a décollé hier soir n'a pas totalement rempli sa mission. Les ingénieurs ont donc perdu le contact momentanément avec le lanceur. Les précisions de nos confrères d'ATV Guyane. 4, 3, 2,
Unité top. Allumage photovoltaïque. Allumage EAP. Une rentrée difficile pour le groupe Arianespace. Malgré un décollage d'Ariane 5 réussi hier soir, la mise en orbite des 2 satellites de communication s'est faite au mauvais endroit. Peu après l'opération de mise en orbite, le PDG d'Arianespace a annoncé depuis la salle Jupiter du centre spatial de Kourou qu'une anomalie avait été détectée. Nous avons perdu le contact avec le lanceur quelques secondes après l'initialisation de l'étage supérieur. À cette heure, nous pouvons considérer que le composite supérieur et le satellite ont été mis en orbite. Mais comme je l'ai dit, nous avons perdu le contact. Pour l'instant, nos clients n'ont pas de contact avec le satellite. Nous avons besoin de temps pour savoir s'ils ont été séparés et où est-ce qu'ils se trouvent pour mieux analyser les conséquences de cette anomalie. Les 2 satellites de communication appartiennent à des opérateurs luxembourgeois et des Émirats arabes unis. Le satellite luxembourgeois est aujourd'hui en bonne santé. L'opérateur des Émirats n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de son satellite. Je veux présenter mes plus profondes excuses à nos clients qui nous ont fait confiance une fois de plus. Nous savons qu'il n'y a pas de lancement sans risque. Nous savons que ces lancements sont toujours difficiles. Et ce soir, Ariane 5 a eu une anomalie. Arianespace espère toutefois un futur repositionnement des satellites au bon endroit grâce à leur système de propulsion. La société qui commercialise le lancement a déclaré que les dernières nouvelles étaient rassurantes après de fortes inquiétudes. On gagne toujours l'insécurité au cœur des établissements scolaires. Plusieurs scènes de violence ont été observées dans des collèges et des lycées. La communauté éducative se mobilise. Le reportage signé Jonathan Lariot. Il y a moins d'une semaine, une enseignante du lycée Michotte s'est fait agresser durant un cours au complexe sportif Jean-Claude Lafontaine. À cela s'ajoute une diminution des personnels de vie scolaire. Pour les syndicats, la situation devient intenable. C'est compliqué d'enseigner dans des conditions sereines parce que ce qui se passe, la violence qui existe souvent quelquefois à l'extérieur de l'établissement rentre à l'intérieur de l'établissement et quelquefois rentre même dans la classe. Le débrayage de mardi dernier a mis en évidence le fait que nous perdions beaucoup de moyens en vie scolaire et que cela a impacté la sécurité des personnes, des élèves et des bâtiments. Nous perdions du monde aussi au CDI pour l'accueil des élèves. Et ce qui se produit également, le deuxième aspect, ça a été l'aspect matériel. Le fait que dans quasiment tous les bâtiments, il y a une dégradation de l'ensemble des conditions de travail. Pour tenter de trouver une solution, le recteur d'académie et le président de la CTG ont rencontré les syndicats des enseignants. Face à eux, des professeurs qui pointent du doigt des conditions de sécurité et de gestion qui les dépassent. Aux abords des établissements, on voit bien que ce n'est pas de la responsabilité directe du rectorat, ce n'est pas de la responsabilité directe de la collectivité territoriale, mais nous ne pouvons pas laisser nos élèves dans des conditions telles que cela se passe dans certains établissements aujourd'hui. Donc nous avons pris l'initiative, avec le président de la collectivité territoriale, d'organiser un tour de table sur cette question-là, évidemment avec le préfet, évidemment avec les forces de l'ordre et évidemment avec l'ensemble des responsables, des élus des communes dans lesquelles on a des établissements. Il faut qu'on trouve ensemble des solutions. Mais cette situation n'est pas propre au lycée Michotte. Plusieurs autres établissements du territoire revendiquent les mêmes griefs. Une grève initialement prévue dans cet établissement s'est finalement déclarée au collège Maurice Duménil et d'autres suivront dès mardi prochain. Tous les syndicats, je pense, ont déjà fait des grèves écrites depuis même 10 ans, je pense. Maintenant, ça a été un échec, il n'y a pas eu de réaction. Aujourd'hui, puisque le terrain bouge, forcément, on ne pourra pas ne pas voir. Après, le danger, c'est qu'on ne laisse pas, je dirais, des négociations un petit peu trop particulières dans chaque établissement. On éteint le feu, on met du sparadrap et les problèmes de fond ne sont pas traités. Dos au mur face à un quotidien difficile, le compte à rebours est donné. Dès mardi, dans tout le territoire, plusieurs établissements seront en grève.
Retour en Martinique, on va parler carnaval avec notre invitée, la vice-présidente du groupe Dynamique donc de Sainte-Luce. Bonsoir Cléricia Cléricia Bernard, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, donc vice-présidente de l'association Dynamique Carnaval qui organise donc ce week-end la deuxième édition du Dynamique Carnaval Festival de Sainte-Luce. D'abord, quelques mots sur ce programme. Il y aura beaucoup de traditions. Alors effectivement, nous sommes à notre deuxième édition du Dynamique Carnaval Festival en collaboration avec la ville de Sainte-Luce. Nous avons 2 temps forts. Alors le matin de 9h à 14h, un village carnaval où nous allons reprendre un peu la culture et la tradition du carnaval. À savoir, on fait l'ouverture au son de conque de Lambie, un défilé et une exposition de Bradjack, suivi d'une présentation des Diables Rouges, des Marianne Napofig, des Caroline Zekokli. Et nous allons encore dans l'évolution une présentation de vêtements traditionnels de chez nous, présentés par une association bien connue qui est Tchèque Créole. Alors, est-ce que ce retour à la tradition, est-ce que c'est quelque chose qui manquait selon vous ? Alors, je dis ça a toute sa place et a toute son importance. Il faudrait que, lorsque nous parlons carnaval, nous refaisons vivre la tradition du carnaval. On revoit aussi différents aspects du carnaval d'antan. Et puis, nous améliorons en mettant un petit peu de costume traditionnel qui n'est pas forcément lié au carnaval, mais ça fait partie de notre patrimoine culturel. Alors, quels sont justement les piliers du carnaval, selon vous ? Eh bien, pour moi, les piliers du carnaval, ce sont ceux qui ont fait vivre le carnaval dans le temps. On avait nos Diables Rouges, chose qu'on ne retrouve pas et on va faire revivre ce samedi à Sainte-Luce. Nous avons les Caroline Zekokli. L'évolution ne permet pas qu'on puisse revoir ces tableaux-là. Et nous allons présenter ces tableaux sur Sainte-Luce durant le festival. Alors, il y a notamment un accent qui est mis sur le belay. Quelle place le belay doit prendre dans le carnaval martiniquais? Il faut savoir, dans les temps anciens, le belay faisait partie de la culture du carnaval. On retrouve dans les chansons de carnaval d'antan beaucoup de belay. Il faut savoir que le belay reprend sa place et revit. On s'approprie le belay. De ce fait, il fallait intégrer la danse belay, la ronde belay au sein de notre village carnaval et qui est présentée par une association culturelle, puisque nous travaillons qu'avec des associations, l'ADPKM. Alors, il y aura à partir de 19h une parade de groupes à pied avec notamment des groupes bien connus, Oulé les Bottes, Dynamique Carnaval. Quel sera le thème de cette parade ? Alors, nous allons quand même clôturer la matinée avec des tambouillés bien de chez nous, de Sainte-Luce, animés par Mimi. Je voulais le souligner parce que c'est un jeune lycéen et qui travaille énormément. Et pour donner toute l'ampleur du carnaval à Sainte-Luce, nous préparons une parade nocturne de 19h à 22h avec un très grand nombre de groupes à pied, toujours en partenariat avec la ville. Mais écoutez, voilà pour le programme de cette deuxième édition du Dynamique Carnaval Festival. Merci beaucoup, Nicaise Cléricia Bernard, d'avoir partagé avec nous votre dynamisme et votre fougue pour l'organisation de cette manifestation demain à Sainte-Luce, donc la deuxième édition du Dynamique Carnaval Festival. Merci. Merci à vous. On poursuit ce journal avec quelques images du Martinique Catared, avant-dernière étape ce vendredi. Et c'est le tandem Martin Orient et Charles Gatté qui est donc arrivé en tête de cette étape Marin-Vauclin. 5e victoire consécutive, l'occasion de s'inscrire durablement en haut du classement général. Plus d'images et de résultats dans le magazine du Martinique Catared 2018 à 20h à suivre avec Gilles Cazenave et José Lechartier. Le sport, justement, ce sera aussi de la pétanque ce week-end avec la 5e édition du Grand Prix Nord-Caraïbes. Il sera également question de basketball féminin avec la 16e édition de la finale de la Coupe de France, avec le 16e de finale, de la finale donc, de la Coupe de France. L'agenda sport signé Karine Chassol. Débutée dimanche dernier, la 5e édition du Martinique Catared se refermera demain. La dernière étape ralliera le Vauclin au Robert. Nos cyclistes seront ce week-end encore à pied d'œuvre. Au menu demain, le Grand Prix de la CTM, départ 14h de Ducos pour une boucle sur les routes du Sud et une arrivée à Ducos. En athlétisme, le premier tour qualificatif en vue des Carifida Games se déroulera dimanche à partir de 8h30 au complexe sportif du Lorrain.
En sport collectif, le temps fort, ce sera en basket féminin, les 16e de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui opposera demain 20h à Trinité, la Gauloise à Trégueux, basket, Côte d'Armor. Dans le même temps, on joue la 12e journée du championnat de N3. Ce soir 20h, l'Aigle Noir sera face à l'Éclair au Gros Morne. Chez les hommes également, une seule rencontre se disputera. Ce soir 20h au François, le Wax accueille la Gauloise. En handball, le championnat cède la place au quart de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, après la qualification du réveil sportif mercredi, 2 matchs sont au menu ce soir. Tout d'abord à 20h, ASC Udo Céphoniol face à l'Aiglon au Palladium de Sainte-Marie. Puis à 21h30 au même endroit, l'entente AS Mondes Gauloise sera face au Club Sport. Demain 20h, le choc de ces quarts de finale opposera l'Arsenal à l'USC Citron. Chez les hommes, 2 matchs ce soir à Corridon. USC Citron Muc à 20h et à 21h30, UJ Redoute Étoile de Gondou. Demain, 2 rencontres auront lieu à 18h30 et 19h. En volleyball masculin, début ce soir à 19h30 de la 14e journée du championnat. Le pôle est face à l'Espoir. Suite de cette journée demain et dimanche. Chez les filles, 2 matchs sont prévus demain 19 et 19h30 et un dimanche 8h. En rugby féminin, la 3e édition du Trophée Atlantic Sevens débute demain 9h au François avec la participation de 11 équipes dont certaines étrangères. En football également, le championnat cède la place au 2e tour de la Coupe de Martinique. Ce soir 20h, 5 matchs au programme dont l'affrontement entre formations de R1 Samaritaine, Good Luck. Demain, 9 matchs au programme à partir de 15h. Une confrontation entre équipes de R1 est prévue dimanche 15h avant la clôture de ce 2e tour de Coupe de Martinique mardi prochain. En football féminin, notre sélection affronte en match amical ce soir 20h au stade Georges Gratien du Lamentin l'équipe de la Barbade. Voilà toute l'actualité sportive à découvrir donc dans vos journaux de ce week-end avec toute l'équipe des sports d'ATV. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Découvrir la Martinique avec un jeu de cartes, c'est la création de Sandrine Andrion-Milton, historienne de métier. Elle a mis en place le jeu des 9 familles, dérivé du très célèbre jeu des 7 familles, initiation en compagnie d'Hubert Bournil. Alors, il y a la famille fruits, la famille fleurs, la famille patrimoine. Dans la famille animaux, je demande iguane. Iguane. Ah, voilà mon point. Attention, ça continue parce que j'ai une bonne pioche. Je dois le continuer. Famille, personnalité, on y va. Famille, personnalité, je demande Lumina Sophie. Et en pioche, voilà. C'est ça, c'est comme le jeu des 7 familles, sauf que là, il s'agit de 9 familles, patrimoine, géographie, des légumes, des fruits, l'économie, voilà, et tout ça, ça se passe de manière très sympathique. Pour nous présenter le jeu de 9 familles, quoi de mieux que d'avoir de vrais joueurs autour de la table? En l'occurrence ici, les élèves du lycée agricole du Robert où enseigne Sabine Andrion-Milton. On voit donc les personnalités martiniquaises, le patrimoine, les fruits, les fleurs, les légumes, les animaux, les dates importantes, très importantes aussi pour eux, qu'ils puissent avoir quelques repères historiques et aussi dans tout ce qui concerne l'économie. Pour jouer, il faut être entre 3 et 7 joueurs, peu importe l'âge. L'essentiel étant d'améliorer ses connaissances de la Martinique. C'est comme le jeu de cette famille. Tu dois trouver la famille, soit des fruits, géographie, légumes ou patrimoine. Quelques dates aussi, comme le septembre 1870, l'institution du Sud, je ne connaissais pas non plus. Donc. La Martinique en 200 questions-réponses. Chaque carte comporte une photo, un texte et les autres membres de la famille. En termes pédagogiques, je leur donne d'abord une feuille. Je leur dis de marquer 6 noms de fruits, de donner ce qu'ils savent. Ce qu'on appelle les préacquis. Et puis après avoir joué, je leur redonne la feuille. Effectivement, ils ont appris des choses parce qu'ils ont échangé, ils ont demandé, ils ont entendu. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je pense qu'on a gagné en faisant ça, quoi. Pour gagner, il faut réunir le plus de familles à la fin du jeu. Il y avait un manque et il y avait des hésitations. Quand on leur posait des questions, de citer 6 noms donc de fleurs, ils en donnaient 2, pas plus. Des personnalités, ça n'allait pas très loin. Donc ça permet d'apprendre en s'amusant. Pour une initiation, ce fut un réel plaisir. Ambiance partagée d'ailleurs par les lycéens.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le jeu, on peut le retrouver dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes pharmacies, comme on dit. Et sachez qu'il y en aura d'autres qui sortiront prochainement à mettre dans tous les foyers. Merci Hubert Bornil pour cette belle découverte. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PIA présenté par Régine Germani. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.